Merci, cher ami. Mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi de remercier mon ami professeur Belkhadir qui m'a fait l'honneur et le plaisir de m'inviter à cette réunion. Alors, je vous propose un balayage assez rapide des recommandations parce qu'on ne peut pas passer en revue toutes les recommandations en 15 minutes. Et là, je suis tombé sur un article récent au moment où je présentais cette communication. Il a paru dans Diabetes Care. Et vous voyez, il part de 2695 titres. Et finalement, il n'y a que 56 manuscrits qui ont été éligibles et considérés comme des guidelines. Et 27 directives qui ont été incluses pour cette analyse. Et vous allez voir en quatre diapos seulement ce qu'on peut en tirer. Alors pour l'OMS, il y aurait 126 pays qui ont un guideline, mais en fait, certains n'ont pas été éligibles. Alors voilà, d'abord la répartition du public cible indiquée dans les guidelines. On voit que la population en général, on n'en parle pas. Rien n'est... donc on n'en parle pas. Les patients, ils sont destinés aux patients uniquement dans les guidelines pour les pays. Alors, en orange, c'est les pays à haut niveau de vie. Et en bleu, c'est les pays à niveau de vie bas. Donc, il y aura toujours bleu et orange dans la suite de mes diapos. Donc, vous voyez que les patients sont surtout, on les retrouve ça dans 50% des guidelines destinés aux pays développés et très peu pour les pays pauvres. Concernant les fournisseurs de soins, c'est-à-dire le personnel de santé, on voit que dans les guidelines, ça intéresse les 100%, que ce soit les guidelines riches ou bien pauvres. Donc on voit qu'on s'intéresse surtout aux médecins, à la pratique, aux stratégies thérapeutiques. Les acteurs politiques, vous voyez un peu ce que ça donne. Les payeurs, on considère comme payeurs tout en dehors du malade. Donc c'est les caisses de sécurité sociale et le reste. Et puis les partenaires, organismes ONG, rien n'est dit dans aucun guideline. Concernant le spectre des soins, on voit que l'orange prédomine, mais le bleu, c'est-à-dire les pays à bas niveau, on les retrouve dans les urgences. Les guidelines sont développés surtout pour parler des urgences, conduite à tenir devant une hypo, devant une cétose, etc. Et dans l'exercice physique, là aussi parce que ça ne coûte rien. Donc vous voyez, sinon le reste, c'est surtout dans les autres guidelines, on voit la différence est très importante. Quant aux aspects non médicaux, que ce soit la facilité de mise en œuvre, les considérations éthiques, les considérations juridiques, considérations sociales, les considérations psychologiques ou les guidelines à haut niveau, donc mettre le point depuis 2012, les considérations économiques, enfin les canaux d'information qui sont importants. Si on s'intéresse au profil des scores dans les guidelines, pour chaque point ici, pour la transparence des guidelines, les conflits d'intérêts, l'approche multidisciplinaire, la revue systématique, la force des recours, l'articulation, la validation externe et enfin l'actualité des données. Il n'y a pas photo, vous voyez un peu la supériorité des uns par rapport aux autres. Voilà, donc ça c'est global et donc il y a des écarts entre les guidelines destinés aux pays riches et ceux des pays moins nantis. Et donc en conclusion, il dit qu'on ne peut pas adopter, on ne peut pas utiliser des guidelines de pays riches pour des pays non nantis et ceci pour des raisons économiques, sociales, etc., pour des raisons contextuelles. Alors, je me suis intéressé aux guidelines les plus cités, donc qu'on va passer en revue assez rapidement, puisque tout a été dit. Hein. Alors, ça, tout le monde le sait, depuis 2012, ADA-ESD sont mis d'accord, et donc on est passé d'une médecine qui traite la maladie à une médecine qui traite un malade, donc personnalisation du traitement. Concernant l'ADA 2018, alors il recommande, concernant la monothérapie, au-dessous de 9%, c'est monothérapie, entre 9 et 10% bithérapie, au-dessus de 10% insunothérapie. Et là, vous allez voir qu'on va avoir plein de différences entre les guidelines. La suite est pratiquement classique, on passe à la bithérapie. Et là, que ce soit dans la bithérapie, deuxième phase, troisième phase, on met en exergue les inhibiteurs de GLT2 et les analogues de GLP1. Les inhibiteurs de GLT2 ont pris la tête, bien qu'ils baissent moins que les analogues de GLP1, mais l'intérêt, c'est que ça soit par voie orale. Donc, on les retrouve un peu en première place.
Quant à l'insulinothérapie, eh l'ADA, depuis déjà, on le sait, depuis 2 ans, en intensification après l'insuline basale, on a le choix, soit une basale plus, soit un analogue du LP1, soit on passe à de prémix. Et cette année, on a ajouté, on peut passer d'une basale à inhibiteur SGLT2 avant de passer à la suite. La ACE, qui est la deuxième organisation de diabète aux États-Unis, et on voit qu'il y a des différences, bien que les données soient les mêmes, les données scientifiques soient les mêmes, on passe d'une association à l'autre, et ça, c'est tout à fait différent. La ACE, vous voyez, c'est en fonction du niveau d'hémoglobine glyquée, que l'on initie par une monothérapie ou bien par une bithérapie lorsqu'on est au-dessus de 7%, ou bien par une insulinothérapie ou une tripthérapie. Et vous voyez qu'en monothérapie, il y a la metformine, mais il y a tout le reste, on peut initier par tout le reste. Cela dit, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut initier par la metformine. Je crois que là, il y a l'unanimité. Pour la suite, alors l'ACE est surtout pour le basal et basal bolus qu'on va voir tout à l'heure. Et là aussi, on peut passer, quand on a initié par une basale, on peut passer soit par un analogue du GLP1, soit par inhibiteur de GLT2 ou inhibiteur de PP4. Les recommandations canadiennes, vous voyez qu'ici, là aussi, il y a des niveaux, mais les niveaux, c'est par rapport au degré d'hémoglobine glyquée. Donc, l'hémoglobine glyquée, lorsqu'elle est au-dessus de la normale, de l'objectif de moins de 1,5%, eh ben, on peut commencer par des mesures génétiques, et c'est les seules recommandations qui disent on peut commencer par les mesures génétiques, attendre 6 mois et puis mettre de la metformine, alors que tout le reste s'accorde pour dire il faut initier d'emblée, mettre de la metformine pour ne pas perdre de temps. Quand c'est au-dessus d'1,5, on met une bithérapie, et quand l'hyperglycémie symptomatique, on met de l'insuline. Et en deuxième intention, vous voyez que là, déjà, on tient compte des affections. Est-ce qu'on est en prévention secondaire par rapport aux affections cardiovasculaires? Si c'est le cas, on commence soit par empagliflozine, liraglutide ou canagliflozine. Si c'est non, on va tenir compte, bien sûr, du profil du malade. Et là, on va retrouver ce qui est classique un peu dans tous les guidelines. Chaque classe, qu'est-ce qu'elle fait au niveau des hypos, des effets cardiovasculaires, des effets indésirables, etc. Je passe vite. Il y a aussi un deuxième point qui est très important, c'est les hypoglycémies et fonctions rénales, et qu'on retrouve un peu dans tous les guidelines. On voit aussi l'intérêt de ceux qu'on peut utiliser jusqu'au stade 5, par exemple comme l'allogliptine, sitagliptine, et qui prennent une place importante. Quand on regarde le guideline français, il est presque calqué sur celui de l'ADA. On commence par la metformine et puis on peut associer, sauf que les inhibiteurs de PP4 prennent le dessus sur les sulfamides qui viennent en deuxième position par ordre si on devait choisir. Comme les inhibiteurs de GLT2 n'ont pas leur AMM en France, on ne les retrouve pas sur ce guideline. Quand on regarde le NICE, qui est le guideline anglais, vous voyez, c'est les Anglais, si l'hémoglobine glyquée monte à 6,5, on va passer metformine. Deuxième intensification, on retrouve pratiquement la même chose, metformine, inhibiteur de PP4, ou bien pioglitazone, bien sulfamide, ou bien inhibiteur de GLT2. Seconde intention, triple thérapie, sauf que les analogues du LP1, on les laisse uniquement pour les gens qui ont un BMI supérieur à 35 ou bien qui ne supportent pas l'insuline, qui ne veulent pas d'insuline. Les recommandations australiennes, c'est clair, la metformine d'abord. Si on est allergique, si on ne tolère pas la metformine, sulfamide ou insulino-acarbose. Si l'objectif n'est pas, si on n'est pas l'objectif à 3 mois, on peut ajouter sulfamide d'abord, inhibiteur des PPK en seconde position. Donc, vous voyez, ça se joue surtout quand on passe à la bithérapie, c'est là où ça se joue, mais sinon, monothérapie, on commence tous par metformine. Deuxième ligne, sulfamide, inhibiteur des PP4, et là, on peut tout ajouter. Vous voyez que la carbose et glitazone sont laissés en dernier en blanc, on les utilise de moins en moins, malheureusement, surtout pour le glitazone, qui est très intéressante.
Alors là, je ne vais pas, comme on est une réunion de l'IDF, dont je montrerai quand même une plaque, qui fait finalement, l'IDF, c'est la somme de tout. On retrouve toutes les recommandations. Toutes les recommandations sont ici. On commence par metformine, si ça ne va pas, sulfamide, sauf glibenclamide et glipuride. Or, il faut dire que dans certains pays de l'Afrique, le glibenclamide, c'est le traitement du diabète. Donc là, venant de l'IDF, il faut mettre un point là-dessus. Deuxièmement, lorsque l'hémoglobine glyquée est supérieure d'1 ou 2%, on commence par une bithérapie, ce qui rejoint ce qui vient d'être dit par l'orateur précédent, et la trithérapie en troisième position. Là aussi, on retrouve les médicaments dans tous les guidelines, comme je vous l'ai dit, en fonction de leurs actions. Et on propose, sur plan mnémotechnique, c'est intéressant, ABCD, c'est-à-dire l'âge, on tient compte de l'âge, du PMI, des complications et de la durée du diabète pour traiter. Alors, revenons, si on fait la synthèse d'insulinothérapie, l'initiation, on voit que beaucoup d'associations IDF, NICE, Association canadienne-australienne, proposent soit une basale, soit une prémix ou deux prémix. Et seul l'ADA, la SCE et la SFD proposent l'initiation par une basale. L'intensification, c'est la même chose. Une basale, basale plus, basale bolus, deux prémix, trois premix. On voit qu'en France, comme les GLT2 n'ont pas leur AMM, on voit qu'il y a un trou. Sinon, on peut faire basale plus SGLT2. On retrouve aussi des recommandations sur les nouvelles insulines, la glargine 300, déglucaxone 200, les associations qui sont intéressantes, les insulines Tralon GLP1, et enfin les biosimilaires qui coûtent 20 à 30% moins cher et qui ont une place qu'on retrouve un peu partout. Voilà, si je devais, il n'y a pas de conclusion, mais si je devais mettre quelques mots, je dirais que les mesures génodététiques sont différemment traitées, mais tout le monde en parle. La metformine fait l'unanimité. L'initiation basale ou prémix ou deux prémix. L'intensification, c'est basale bolus ou trois prémix. Tout le monde dit qu'il ne faut pas associer, bien sûr, les médicaments du même classe. Il faut tenir compte du coût des médicaments. Le meilleur médecin, c'est celui qui obtient les meilleurs résultats avec le prix le moins cher. Les niveaux d'intervention changent, on a vu en fonction des recommandations. La bithérapie, il y a une divergence aussi, tout simplement en fonction de l'ordre d'utilisation des produits. Bien sûr, la trithérapie va suivre la logique de la bithérapie. Et le dernier mot, c'est personnaliser le traitement. C'est une recette. Chacun de nous a au fond de sa tête un guideline qu'il utilise à bon escient, bien sûr, en tenant compte des effets des médicaments. Et je vous remercie. Merci, merci.